Hier soir, un seul homme est monté sur une estrade à Washington et il avait 45 minutes pour convaincre la planète financière qu'il allait ramener l'inflation à 2%. Au bout de ces 45 minutes, le Dow Jones avait perdu plus de 1000 points et puis le rendement du 30 ans américain était au plus haut depuis 2007. Retenez bien la date, 2007. Et il y a un économiste de Wall Street qui a écrit, je cite, c'est pas moi qui le dis, j'invente rien, le marché obligataire a littéralement vomi sur Kevin Warsh. Voilà, c'est le résumé de la séance d'hier, du côté de la Fed. Un résumé très résumé, il faut le reconnaître, mais le type dont on parle bien sûr, c'est Kevin Warsh, c'est le patron de la Réserve fédérale américaine, c'est aussi le protégé de Donald Trump, et hier soir, il a réussi un truc extrêmement rare, perdre sa crédibilité en direct à la télévision, devant tout le monde, en 45 minutes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce qui vient de se passer en Corée du Sud, raconte très exactement ce qui pourrait peut-être se passer ailleurs. Et non, je suis pas négatif, je fais que de raconter. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2026 et je suis Thomas Veillet. Alors au programme d'aujourd'hui, on a une banque centrale qui est devenue illisible, un marché obligataire qui a fait un malaise vagal, deux géants de la tech qui publient le même soir et partent dans des directions opposées, une guerre qui redémarre encore une fois, et un ministre des Finances qui présente ses excuses publiques à son pays tout entier. Et ouais, un ministre qui s'excuse, et c'est possible aussi fou que ça puisse paraître. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Reprenons donc depuis le début, parce que pour comprendre l'ampleur du truc, il faut quand même comprendre ce que Warsh a essayé de faire hier. Alors, sur le fond, la Fed n'a rien fait de surprenant, n'a rien fait de choquant, elle a tout simplement laissé les taux là où ils étaient. C'est la 5e pause d'affilée, c'est la plus longue depuis 2008, rien de foufou, sauf un détail, le vote est à 9 contre 3. Vous avez 3 membres, Hamac, Kashkari et Logan, qui ont claqué la porte en réclamant une hausse des taux. On n'avait pas vu autant de dissidents de ce type depuis 2016. Retenez bien ça parce que ça servira plus tard. Mais ce qui a fait dérailler la séance hier, c'est pas tant la décision, c'est surtout la conférence de presse. Alors laissez-moi vous expliquer un truc tout simple. Pendant 20 ans, les banquiers centraux ont pratiqué ce qu'on appelle la forward guidance. En français, ils annonçaient plus ou moins à l'avance et à demi-mot ce qu'ils allaient faire au niveau des taux. C'est une forme de GPS, dans 300 mètres, tournez à droite, tout le monde sait où on va, personne ne finit dans le fossé. Warsh, lui, il a tout simplement décidé de débrancher le GPS. C'est comme si on vous déconnectait tous les satellites qui vous aident à vous guider aujourd'hui. Et il a même trouvé la formule pour expliquer qu'il n'en avait rien à faire si ça ne plaisait pas au monde de la finance. Alors je vous la donne parce que c'est certainement quelque chose qui va revenir un petit peu, comme les mots de Draghi à l'époque. Il a dit « Les intervenants doivent apprendre à jouer le ballon et pas l'arbitre ». Ouais, sauf que quand l'arbitre il quitte le terrain, les joueurs ils jouent pas mieux, généralement ils se foutent sur la gueule, carrément. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. La question qu'on lui posait était pourtant la plus simple du monde. Il y avait une seule question. Monsieur Warsh, qu'est-ce qui vous ferait monter les taux? Silence. Plus personne au bout du fil. Kevin mobile, tout ça, machin, plus personne. Refus total de dire quel indicateur d'inflation il regarde vraiment, ou même s'il en regarde un. Et puis, au milieu de la conférence, il a lâché cette petite bombe. La Fed pourrait carrément enterrer le PCE comme cible officielle de renseignement au niveau de l'inflation. Ces mots sont « on garde le PCE pour l'instant », mais qui sait ce qu'on en fera dans 6 mois? Le PCE, c'est quand même le thermomètre de l'inflation américaine, la référence. C'est sur ce chiffre que se calent aujourd'hui des milliers de milliards de dollars d'obligations dans le monde entier. Et le patron de la Fed vient de dire en direct qu'il pense peut-être changer de thermomètre. Traduction pour tous les gérants obligataires de la planète, on va peut-être vous changer les règles du jeu en courte partie. Et là, le clou du spectacle, on lui demande « pourquoi vous n'avez pas monté les taux alors ?» Et il répond que le marché l'a fait pour lui, que les taux longs sont montés tout seuls, et il s'en félicite. Il présente ça comme la preuve que sa communication fonctionne parfaitement. C'est le pompier qui arrive devant une maison en flammes et qui dit « Vous voyez comme il fait chaud ?» Ça prouve que mon discours sur les incendies a bien été entendu.
Les taux longs ne sont pas montés parce qu'ils faisaient confiance à Kevin Warsh, les taux longs sont montés parce que le marché ne le croyait pas ou ne le croyait plus. C'est pas de la confiance, c'est du doute. Et c'est pas quelque chose dont on est censé se vanter à la télé. Voilà donc l'histoire du jour. Vous avez un président de la Fed qui prend le scepticisme du marché pour des applaudissements. Maintenant, la partie technique, et je vous promets qu'elle est plus intéressante qu'elle n'en a l'air, parce que c'est là que tout est en train de se jouer. Pendant la conférence de presse de Kevin Warsh, il s'est passé deux choses en même temps et dans deux directions opposées. Le taux à 2 ans a baissé presque de 4 points de base. Là, il est à 4,26. Le taux à 30 ans est monté de 13 points de base, et là, il est à 5,22, donc plus haut niveau depuis 2007. Et là, il faut bien comprendre ce que chacun de ces deux mouvements raconte, parce que c'est deux témoins différents dans le même procès. Le 2 ans, c'est le pari sur la Fed à court terme. Il baisse, donc le marché se dit « Ah, d'après ce qu'il a dit, il va pas monter les taux tout de suite ». Le 30 ans, c'est le pari sur l'inflation et sur la dette à très long terme. Il monte, donc le marché ajoute tout simplement, et c'est précisément pour ça qu'on va avoir un problème plus tard. Pas demain, mais plus tard. Vous mettez les deux bout à bout et vous obtenez le verdict le plus cinglant qu'un marché obligataire puisse rendre aujourd'hui. Le marché n'a pas dit « Warsh est trop dur », il a dit « Warsh est trop mou », mais il ne le sait pas encore. C'est clairement le pire compliment qu'on puisse adresser à un banquier central. L'écart entre le 2 ans et le 30 ans s'est ouvert de plus de 14 points de base en une seule séance. Plus gros mouvement sur un jour de fête depuis décembre 2023. Jeffrey Gundlach, un des plus gros gérants obligataires de la planète, l'a dit sur CNBC, sans vraiment prendre de gants, si vous voulez vraiment aller à 2%, il va falloir monter les taux. Si vous voulez qu'on croie à votre discours, commencez déjà par agir. Résultat de la séance, le Dow Jones s'est fait défoncer, plus de 1000 points de baisse, pire journée depuis avril 2025. Le Nasdaq 100 est officiellement en zone de correction. Le Nasdaq Composite est sur 6 séances de baisse d'affilée, une première depuis 2024. Voilà donc le bilan de la réunion de la Fed d'hier. Et pendant que tout ça se passait à Washington, il y avait aussi une guerre qui se passait à l'autre bout de la planète. En début de semaine, on nous a vendu un cessez-le-feu. Souvenez-vous, le pétrole baissait, tout le monde respirait, la paix était à nos portes. Mardi soir, les gardiens de la révolution ont tiré des missiles balistiques sur les forces américaines au Moyen-Orient. Tous les missiles ont été interceptés, mais là, c'est quand même l'intention qui compte. Donc, Donald est arrivé et il a encore une fois promis de frapper les Iraniens très durement. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont donc bombardé l'Irak, des drones pro-iraniens ont visé des installations pétrolières saoudiennes et les Houthis envisagent, eux, d'imposer des péages aux navires en mer Rouge. Des péages en mer Rouge, oui, parce qu'à ce stade, autant monétiser le chaos. On sent que le jour où ils seront tous frères est encore très loin sur le calendrier. Le pétrole, le WTI est à 83,5, le Brent à 87, et il faut quand même citer qu'il y a quelques jours, on était au-dessus de 100 $ sur le Brent. Et voilà pourquoi ça compte pour la Fed. Parce que le mois dernier, l'inflation américaine, souvenez-vous, avait baissé de 0,4%. Première contraction en 6 ans. Tout le monde avait applaudi. Sauf que cette baisse venait uniquement du prix de l'essence qui avait chuté pendant l'accalmie iranienne. Autrement dit, le seul bon chiffre d'inflation depuis des mois était un cadeau de la géopolitique. Et là, visiblement, depuis quelques jours, la géopolitique, elle est en train de le reprendre. On se réjouit d'ailleurs du PCE de tout à l'heure, même si la Fed ne le regardera peut-être bientôt plus. Et on se réjouit encore plus des chiffres du CPI de juillet qui vont sortir en août. Bon, changement complet d'ambiance. Après la cloche, 2 des 7 plus grosses entreprises du monde ont publié leurs résultats le même soir, à la même heure. Et ces deux publications, mises côte à côte, vous racontent exactement ce que le marché veut voir et savoir sur l'intelligence artificielle en 2026. Et c'est pas du tout, ce n'est plus du tout en tout cas ce que vous croyez. Tout d'abord Microsoft, 4,81 $ de bénéfices par action contre 4,24 attendus, 90 milliards de revenus plus 18%, Azure, plus 43% quand tout le monde attendait 40%, Copilot qui passe de 20 à plus de 30 millions de licences payantes, et le titre s'envole de près de 9% after close. Maintenant, devinez lequel de ces chiffres a fait décoller le titre. Aucun! Ce qui a fait décoller Microsoft, c'est une phrase de la directrice financière, Amy Hood, une seule phrase, la prévision de dépenses d'investissement qui reste inchangée. Le CAPEX reste là où il est. Alors arrêtez-vous 2 secondes là-dessus. La meilleure nouvelle qu'une des plus grosses entreprises du monde peut annoncer à ses actionnaires aujourd'hui, c'est qu'elle ne va pas dépenser plus que prévu. Le reste, on s'en fout. La semaine dernière, Alphabet a relevé son CAPEX et s'est fait démolir. Microsoft n'a pas touché au sien et gagne 9%.
On n'est donc plus dans un marché de croissance, on est dans un marché de discipline. Et pendant qu'on y est, il y a un détail que personne n'a relevé, pas grand monde, sur les 4,81 $ de bénéfices, 27 cents viennent d'éléments exceptionnels, dont 3,2 milliards de plus-value sur leur participation dans Anthropic, dont la valorisation est passée de 350 à 900 milliards en l'espace d'un trimestre. Donc une partie du bénéfice de Microsoft vient de la réévaluation d'une société qui n'est même pas cotée en bourse, valorisée avec un boulier et un thermomètre cassé. On en reparlera à l'IPO. Et comme on avait 2 salles et 2 ambiances hier soir, maintenant parlons de Meta. Revenu record, 60,8 milliards, plus 28%, 3,6 milliards d'utilisateurs, la machine à cash publicitaire tourne comme un coucou suisse. Sauf que le bénéfice ressort à 6,18 $ alors qu'on attendait 7,19 $. Les charges bondissent de 55%, le R&D de 67% et la marge opérationnelle s'écroule de 43 à 31% en 12 mois. Et puis alors, il y a le chiffre, le seul chiffre qui compte. Le free cash flow du trimestre, c'est 784 millions de $, contre 8,5 milliards un an plus tôt, moins 91%. 784 millions pour une boîte qui encaisse 60 milliards de chiffre d'affaires par trimestre. C'est comme si vous gagniez 60 000 francs par mois et qu'à la fin du mois, il vous restait 780 balles sur le compte. Le capex trimestriel est passé de 19,8 à 31,1 milliards en 3 mois et le cash flow devrait passer négatif l'an prochain. Exactement comme Alphabet qui vient de brûler quasiment 6 milliards pour la première fois de son histoire. On a demandé à Zuckerberg s'il comptait vendre de la puissance de calcul comme Amazon. Il a répondu qu'il le ferait potentiellement, qu'il a reçu beaucoup d'offres, mais que ce serait idiot de tout vendre pour prendre un profit à court terme. Le titre perdait quasiment 10% hier soir. Le marché aurait visiblement bien aimé que Zuckerberg soit un peu plus idiot à court terme. Voilà donc la morale de ces 2 publications. Le marché ne demande plus est-ce que l'intelligence artificielle va marcher ? Ça, c'est réglé, tout le monde y croit, tout le monde est d'accord. La question est devenue, est-ce que vous allez survivre financièrement jusqu'à que ça marche vraiment ? Microsoft a répondu oui, et Meta a répondu par 780 millions de free cash flow, un sourire gêné et un haussement d'épaule qui veut dire « je sais pas trop ». Bon, maintenant, je vous avais promis la Corée du Sud en début de cette vidéo, donc on va en Corée du Sud. Et accrochez-vous parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant et franchement, par moments un tout petit peu flippant. Depuis le début de l'année, le Kospi, la bourse de Séoul donc, était la meilleure bourse du monde. Plus de 100% de performance, quasiment le double en 7 mois. Pourquoi ? C'est très simple, 3 ingrédients. Tout d'abord, l'euphorie autour de l'IA, ça c'est le truc classique. Et puis en 2, Samsung et SK Hynix sont devenus les fournisseurs mondiaux de mémoire HBM, les puces sans lesquelles les cartes de Nvidia ne servent à rien et pouvaient juste les garder pour faire une table de salon. Et en 3, une armée de particuliers coréens qui ont en gros vendu leurs enfants, leurs maisons, leurs chiens et leurs voitures pour emprunter du fric et le jouer en bourse en levier. Et le problème de base, il est là. À eux deux, Samsung et SK Hynix pèsent plus de la moitié de l'indice coréen. Quand ils montent, la Corée monte, et quand ils se pètent la gueule, c'est tout le pays qui envisage de sauter par la fenêtre avec son relevé bancaire. Alors les sociétés de mémoire ont publié leurs résultats, et je veux être très clair sur ce point, très clair. Les chiffres étaient excellents, fabuleux, mirifiques. On manque carrément de superlatifs. Et le secteur s'est quand même fait massacrer. Pourquoi ? Eh bien parce que excellent ne suffit plus. Dorénavant, il faut du miraculeux, voire mieux que du miraculeux. Et à partir de là, la mécanique du levier a fait son travail. Calmement, méthodiquement. Les ETF à levier ont du vent, les hedge funds se sont allégés, les particuliers ont arrêté d'acheter les dips. Les appels de marge sont tombés, le Kospi est tombé par tranche de 10% quasiment, plusieurs coupes-circuits ont été mises en place, plus de 2000 milliards de dollars se sont évaporés. 2000 milliards. C'est la taille d'une économie moyenne qui part en fumée parce que trop de gens avaient acheté le même produit à levier sur le même titre au même moment. Depuis le 19 juin, ça fait pas si longtemps que ça, l'indice a perdu 40% de sa valeur. Et le gouvernement, il a paniqué, comme tous les gouvernements quand la bourse s'effondre. Nouvelles restrictions d'urgence sur les ETF à levier, plafond à 20% du portefeuille et surtout, et c'est mon moment préféré de toute cette histoire, le ministre des Finances est passé devant les caméras pour présenter ses excuses publiques d'avoir autorisé ces produits. Alors déjà, un ministre qui s'excuse, c'est aussi fréquent que les apparitions du monstre du Loch Ness, mais un ministre des Finances qui s'excuse d'avoir légalisé le casino, là on touche à des sommets. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'on ne se rend pas vraiment compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont joué
qui ont perdu, mais qui n'ont pas pris le temps de comprendre à quoi ils jouaient. Bon, maintenant, je vous décris un marché et vous me dites de quel marché je parle. 2 ou 3 valeurs qui font une part énorme de l'indice, une histoire tellement belle que plus personne ne la remet en question, du levier partout, et des résultats excellents qui ne suffisent plus à faire monter les titres. Eh ben, on vient de décrire la Corée du Sud, mais on vient aussi décrire une grosse partie du Nasdaq. Regardez la séance d'hier aux États-Unis. Nvidia a pris 3,5% dans les dents, AMD moins 5,50%, Broadcom moins 3%, Micron moins 10%, et Vertiv, la chouchoute des infrastructures IA, moins 17% sur la séance. C'est pas une théorie, c'est la même mécanique, à peu près similaire, avec des noms différents. Alors, récapitulons cette magnifique journée, en serrant les fesses et avec un sourire crispé. Le président de la Fed a promis l'impossible, sans expliquer comment. Le marché obligataire lui a mis 13 points de base dans les gencives sur le 30 ans. L'Iran tire des missiles, le pétrole fait des bonds de 7% dans les deux sens. La Corée du Sud a vaporisé 2000 milliards de dollars et son ministre des Finances s'excuse en public. Meta génère 784 millions de cash en brûlant 31 milliards par trimestre. Et la meilleure nouvelle de la journée, celle qui fait remonter les futurs ce matin, c'est qu'une entreprise a annoncé qu'elle ne dépenserait pas plus que prévu. Merci Microsoft, sincèrement, sans toi ce matin, on aurait envisagé le pire. Alors aujourd'hui, on remet une pièce dans la machine parce qu'on a le PCE tout à l'heure, oui, c'est le même que Warsh envisage de mettre à la poubelle. Il y aura aussi le PIB américain du second trimestre, alors on verra ce que la guerre a comme impact sur tout ça. La Banque d'Angleterre va parler aussi ce matin avec des taux longs qui sont proches de leur record des années 90. Si elle déçoit dans son discours, le 30 ans anglais peut aller facile à 6%. Et surtout, ce soir, après la cloche, on aura les résultats de Apple et de Amazon. 2 publications qui vont nous rappeler un petit peu ce qui s'est passé hier soir et qui vont nous dire si Microsoft était l'exception ou alors la règle. Si Amazon relève son capex comme Alphabet, préparez le café très fort demain, mais aussi beaucoup d'Alka-Seltzer pour digérer la matinée. Maintenant, je vais vous laisser sur une idée et vous en ferez ce que vous voulez. Quand les taux longs montent pour de mauvaises raisons, quand 2 titres font la moitié de l'indice national, quand un trimestre excellent devient un motif de vente, c'est plus forcément un marché haussier fatigué, c'est un marché qui commence à ne plus croire à sa propre histoire. Et quand un marché exige un miracle tous les 3 mois, la question n'est plus de savoir s'il sera déçu, la question c'est de savoir sur quel nom ça va commencer et sur qui on va tirer en premier. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, abonnez-vous, ça m'aide plus que vous ne l'imaginez. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la Corée du Sud c'est un accident local ou alors est-ce que c'est simplement une bande-annonce? Et puis bien sûr, on n'oublie pas de liker cette vidéo, de la commenter et de la partager. D'ici là, passez une très très belle journée et à demain, si vous le voulez bien. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.